Bonjour à tous, et toujours un plaisir d'être avec vous. La dernière fois que je suis ici, c'était avec une casquette de conseiller et j'avais des nouvelles intéressantes à vous donner. Et voilà. Mais j'ai d'autres nouvelles à vous donner aussi, mais bon, un peu moins quand même croustillantes que la dernière fois. D'abord pour peut-être pour donner un contexte politique qui finalement, je crois, est un constat déterminant, c'est que les soins premiers sont aujourd'hui quand même le grand atout de la médecine. Et pourquoi? Parce que on comprend bien que l'hôpital est extrêmement particulier, et d'ailleurs j'y reviendrai notamment sur la formation, et que la pathologie que l'on voit est une pathologie de maladie chronique. Alors je ne vais pas vous refaire les maladies chroniques, mais vous les connaissez. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une autre façon de réfléchir à la médecine. D'abord le domaine prévention, d'une part, qui quand même est encore un tout petit peu, je dirais, trop peu avancé dans le cadre des pouvoirs publics, même s'il y a des choses qui se font. Et les maladies chroniques qui finalement doivent interagir entre les soins premiers et puis finalement un écosystème qui est un écosystème aujourd'hui, je dirais, pas très bien défini, dont fait partie l'hôpital. Alors je vous dis ça parce que je prépare aujourd'hui les assises hospitalo-universitaires sur lesquelles je m'exprime à dire que le CHU doit travailler différemment et penser différemment, et même menacer d'ailleurs d'une certaine manière. Alors ça rejoint l'espace formation dans lequel vous êtes de plein pied, car les étudiants sont formés essentiellement à l'hôpital. Ça, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinairement nouveau, mais cela pose quand même un problème réel d'attractivité ensuite d'aller sur les territoires. Alors, je dirais que ça s'améliore dans la mesure où les étudiants d'aujourd'hui prennent beaucoup plus, je dirais, qu'autrefois, leur destin en main et leur carrière en main. Et ils ont même la motivation d'avoir des parcours personnalisés en deuxième cycle, ce qui finalement est quelque chose qui n'aurait pas pu être pensé il y a encore quelques années. Certains s'imaginant éventuellement des biologistes ou des ingénieurs innovants accompagnant un double parcours de médecine, et d'autres sont réellement sur les soins premiers assez tôt dans leur réflexion, et demandent justement à être très en contact avec le monde des soins premiers, et donc en particulier les maîtres de stage. Et vous savez que le contact avec le maître de stage dans un territoire est l'élément déterminant qui fait qu'un étudiant devient un médecin sur un territoire, car finalement il y a un compagnonnage, il est à l'hôpital, mais ce compagnonnage, il est bien entendu à développer au niveau du territoire. Et les étudiants demandent aussi plus, et ça a été un peu évoqué aujourd'hui par les pouvoirs publics et le ministère de la Santé en particulier, d'être accompagnés. Et ça, je crois qu'on n'est pas encore au point. Accompagner, ça veut dire qu'on leur prépare et qu'on leur fasse comprendre ce que c'est qu'une installation dans un territoire. Alors évidemment, ça ne s'improvise pas. D'abord parce que quand on est en deuxième, troisième année d'études médicales, eh bien, on ne sait vraiment pas du tout comment ça se passe. Et je pense qu'il y a une responsabilité des départements de médecine générale. Enfin, je l'ai déjà parlé à Vincent Renard, que je connais bien évidemment, parce qu'on a des bureaux très proches, mais qu'il y ait des cellules territoriales pour préparer à l'installation dans nos facultés. Évidemment, il faut qu'il y ait des élus, etc. Tout le cortège finalement des personnes ressources qui peuvent finalement amener un étudiant tôt dans sa carrière à réfléchir sur une installation, les modes d'installation. Et dans ces modes d'installation, il y a un mode d'installation qui, je trouve, est d'actualité. Il a été déjà par ses créations. Ce sont les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires. Alors, ce n'est pas le Graal de tout. Tout ne se fera pas dans les maisons de santé pluriprofessionnelles universitaires. Mais c'est quand même, je pense, un élément de maillage du territoire important. Et vous savez que les arrêtés sont en train d'être signés. Et ça, de fait, c'est encore aussi grâce à une action qu'on avait eue conjointement, Vincent et moi, au ministère, pour faire passer avec Gilles Lianan les maisons de santé
pluriprofessionnelle universitaire dans le cadre de la loi de santé. Donc aujourd'hui, on en est aux arrêtés. C'est vrai pour les maisons de santé universitaires, c'est vrai pour les centres de santé. Le problème n'est pas tout à fait pareil, mais on pourrait y revenir dans les questions si vous le souhaitez. Donc là, je pense qu'il y a tout un travail à faire qui n'est pas, je pense, totalement amené. Et le cœur de cela, ce sont les départements de médecine générale. Donc ça, c'est un point, je pense, fondamental pour préparer l'avenir. Et ce ne sont pas les baïonnettes qui feront installer les étudiants dans les territoires, c'est l'attractivité du tête que leur donnera. C'est l'attractivité que donnera un territoire et les idées qu'on aura les uns et les autres, sans tabou, bon, cabinet secondaire, tout ça, ça doit mériter d'être cadré, mais voilà, avec quand même une réflexion derrière. Et je pense que les départements de médecine générale ont leur place très forte avec nous pour avancer là-dessus. Alors un autre élément aussi d'actualité, c'est le troisième cycle. Troisième cycle que vous connaissez, mais là le décret va sortir, il est au JO bientôt, et donc le mouvement est lancé. Ça veut dire que 2017, il faut que tout soit prêt, pas tout, parce qu'évidemment on n'y arrivera pas, mais que la phase socle, la maquette de la phase socle et les accréditations pour la phase socle soient calées. Parce que là, on est vraiment trop dans la cavalerie aujourd'hui et donc il faut se concentrer sur, parce qu'après on aura un peu le temps d'avancer pour l'année suivante, mais pour que la phase socle soit vraiment cadrée, et ça dans toutes les spécialités. Ça, c'est vraiment d'actualité. Et avec les autres collèges de spécialités, et j'étais hier à l'université numérique, j'ai repris l'université numérique de santé qu'on appelait autrefois ULF3S, que je propose d'appeler différemment aujourd'hui. On a remodelé totalement cette unité numérique. On a ancré maintenant toute une gouvernance différente, accompagnée des étudiants d'ailleurs, parce que le numérique de demain sans les étudiants, c'est vraiment une ineptie. Et dans ce contexte-là, je pense, enfin je fais l'ouverture parce que je pense qu'on pourrait ouvrir réellement une section numérique médecine générale, dans la mesure où on va avoir, grâce aux outils qu'on développe, on a même le PIA3 qui arrive et sur lequel on aura des financements, etc. On peut réellement, de façon conjointe, parce qu'on peut doublonner tout, mais on pourrait réellement faire quelque chose d'intéressant avec aussi l'ouverture des soins premiers. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, c'est une proposition, mais on aura peut-être le temps d'en rediscuter. Toujours est-il, c'est que le troisième cycle est lancé, et je dirais que là, c'est aujourd'hui une aventure nouvelle pour la médecine générale. 3 ans, vraiment des espaces qui soient calés, enfin, c'est une demande également des internes, et puis la réflexion peut-être à terme d'une 4e année, car je pense que, bon, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que c'est bien qu'on soit, pour toutes les spécialités, sur un cadrage de temps assez identique. Mais là encore, je comprends qu'il faille aussi se discuter. Pour la recherche, ça a été dit en grande partie précédemment, mais je pense que là, il y a vraiment un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'on attend aujourd'hui, on vous attend, pouvoir public, doyen, sur la recherche. Parce que le reste, on peut dire finalement, globalement, maintenant, ça y est, ça passe. Et sur la recherche, le travail en réseau, ça a été dit, des databases communes, l'interaction derrière avec des équipes. Mais quelles équipes? Alors évidemment, il faut des écosystèmes particuliers qui dépendent des régions. Je crois que là, il y a quand même un mouvement important qui a été donné déjà, mais qui mérite d'être beaucoup plus construit, car la recherche en soins premiers doit aujourd'hui apparaître dans le paysage. Elle est trop aujourd'hui, je dirais, noyée. Moi, je suis très partisan qu'il y ait, même si les gens n'aiment pas ça aujourd'hui, je serais assez partisan qu'il y ait aujourd'hui vraiment une identification de recherche en soins premiers.
Ce n'est pas forcément pour dire que la recherche est déconnectée. Toute la recherche, c'est de la recherche. Mais je pense qu'il faut vraiment identifier au niveau des appels d'offres une recherche en soins premiers. Voilà, enfin, je dis que là-dessus... Sinon, la concurrence avec un laboratoire d'immunologie qui fera très bien, de biologie moléculaire, et pour être dans les jurys depuis plusieurs années et avoir organisé le jury d'année recherche en Ile-de-France pendant plusieurs années, je vois bien qu'on est sur des dossiers qui sont très différents, pour des raisons évidentes d'ailleurs, et que par conséquent, on ne peut pas totalement mettre en parallèle un dossier très expérimental avec du translationnel dans des équipes extrêmement déjà organisées depuis longtemps, certaines écuries de course de recherche que l'on connaît bien, et puis finalement proposer derrière un sujet qui touche finalement pourtant des éléments fondamentaux du système de soins, mais qui apparaît un peu décalé. Et je trouve que ce décalage-là, pour le moment, il faudrait un peu le remettre dans une autre forme et d'appel d'offres spécifique. Bon, je l'ai dit. Pour finir, je dirais qu'un élément sur lequel moi je suis en réflexion parce que je prépare ces assises hospitalo-universitaires, c'est qu'il y a un fossé, mais alors, qui s'agrandit entre le monde hospitalier, je dirais, GHT compris, qui maintenant sont une gradation du territoire et du maillage finalement dans le cadre de l'offre de soins, et le monde, je dirais, du territoire en général. Le CHU lui-même, maintenant, c'est totalement cloisonné, en grande partie parce qu'à une époque, il y avait quand même une certaine fluidité de passage des médecins dans ces structures qui ont été fermées par le fait qu'on a transformé maintenant tout ce qu'on appelait à l'époque les attachés en postes de praticiens hospitaliers pour faire du plein temps hospitalier ou du temps partiel, mais bon. Mais je crois que là, il y a un élément de réflexion, surtout lorsqu'on parle de cohérence, de traitement un petit peu d'une population et de maladies chroniques, d'accès des uns et des autres aux uns et aux autres. Et là-dessus, je ne sais pas quels sont les modèles qui peuvent être les meilleurs. On parle beaucoup de l'e-santé. Peut-être que l'e-santé sera effectivement une des solutions. Je sais qu'il y aura aussi des financements prévus par la loi de santé pour la télémédecine et autre chose, mais je crois que là, il ne faudrait pas séparer les mondes, car l'usager, au bout du compte, qui sont finalement ceux à qui on doit rendre des comptes, demandera de toute façon d'être soigné avec les meilleures molécules possibles, quelle que soit sa région. Et on n'y est pas du tout. Vous savez qu'il y a quand même des grandes inégalités sur ce domaine-là. Donc je crois que là, il y a une réflexion. Je n'ai pas les solutions, d'ailleurs, pour cela, mais je pense qu'il faut essayer en tout cas d'arriver à une synthèse, car cette synthèse, sinon, elle sera faite par les usagers qui vont chanter les uns et les autres dans quelque chose de plus désorganisé que ce qu'on pourrait offrir. Voilà, bon congrès et merci de votre attention.